Bonjour et bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Peux-tu nous éclaircir un peu sur quel terme utiliser dans le domaine, puis qu'est-ce que la communauté autiste veut? Tu sais, qu'est-ce Oui. qu'eux veulent? Comment est-ce qu'eux veulent être nommés, et identifiés? Puis, c'est ça. Donc, si tu peux nous éclaircir là-dessus, ce serait C'est une fantastique. excellente question parce que c'est un gros débat qui est encore présent. Tu vois, quand je te parle, tu sais, que je fais de la recherche, par exemple, si tu veux publier un article, puis si la revue scientifique, elle est beaucoup plus médicale, ils vont presque te forcer à dire l'enfant ayant l'autisme ou l'enfant avec TSA. Donc, pour eux autres, c'est encore vu comme étant des traits spécifiques qui sont liés à un trouble de santé mentale et ça a un impact. Le gros mouvement quand tu parles de neurodiversité ou quand tu parles de ce qu'on dit autiste ou atteint avec autisme ou ayant l'autisme, les adultes autistes présentement, un peu partout sur la planète, ont une sensibilité incroyable, puis avec raison, sur le langage. Donc, ceux qui définissent l'autisme comme étant partie de leur identité, ils vont favoriser le mot autiste. Je suis autiste. Mhm. Comme quelqu'un va dire je suis diabétique, comme quelqu'un va dire. Donc, ça fait partie de qui ils sont. Oui. Ceux qui, dans le monde médical, souvent ils vont dire aux familles avec autisme, c'est qu'il y a encore ce mythe que tu peux éliminer l'autisme. Donc, quand il y en a qui ont encore espoir que quand on dit avec autisme, qu'éventuellement, quand tu travailles ou quand tu fais de l'intervention intensive, qu'à un moment donné, l'enfant n'est plus autiste. Si l'enfant ne l'était pas, c'est pour ça qu'ils ont enlevé le trouble envahissant du développement non spécifié, parce qu'à la base, c'était souvent des enfants qui avaient un trouble du langage, puis une fois qu'ils se mettaient à parler, il n'y avait plus de traits autistiques. Comme on voit des traits autistiques dans d'autres populations, enfants qui ont une surdité, par exemple, ils ont les mêmes troubles du comportement que l'enfant autiste, et donc c'est pour ça qu'on va dire, ben, allez voir l'audiologiste pour voir si votre enfant, il n'y a pas un problème. Donc, le concept de neurodivergence a été un concept élargi pour inclure tous les gens qui s'identifient, c'est même pas de définir, là, s'identifient comme étant différents, mais qu'ils acceptent ces différences-là pour faire valoir qui ils sont et avec raison. Le risque, et là, je veux juste mettre un bémol, le Oui. risque comme clinicien, c'est que, par exemple, moi qui travaille beaucoup en France depuis 10 ans, j'ai beaucoup de classes d'autorégulation là-bas. Le risque de profil neurodéveloppemental ou de neurodivergence, c'est qu'à un moment donné, on oublie la spécificité des différents profils. Donc, tu sais, un enfant autiste, puis un enfant TDAH, puis un enfant qui a autre chose avec un trouble d'apprentissage, ils peuvent tous se définir comme neurodivergents, comme quelqu'un qui vit de l'anxiété, comme quelqu'un qui est dépressif et tout. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire dans la prise en charge, dans l'accompagnement? C'est pas les mêmes stratégies. Il y a des stratégies qui fonctionnent avec les jeunes enfants autistes que l'enfant TDAH, par exemple, n'a pas besoin d'être exposé à ça parce qu'ils n'ont pas la même réalité. Je peux le comprendre politiquement, au niveau sociétal, la neurodivergence, c'est important, mais au niveau clinique, tu sais, au niveau travail, dans le milieu scolaire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas tout perdre les spécificités des gens. On s'est battu pour l'inclusion et là, on se bat pour l'inclusivité. Neurodivergence permet l'inclusivité, mais l'inclusion en milieu scolaire, c'est qu'il faut changer les pratiques pour permettre à ces enfants-là de contribuer. Donc, Mhm. c'est pas bon ou mauvais, c'est faut voir dans quel contexte on l'utilise, On puis l'utilise. pour quelle raison. Oui, parce que moi, ce qui m'est venu en tête lorsqu'on a parlé du, tu sais, du grand parapluie neurodivergent, c'est que moi, tu sais, on va dire, je suis superviseur dans un centre de la petite enfance, puis j'ai une inscription. Ben, si l'inscription dit que l'enfant est neurodivergent, mais ça me dit quoi? Mhm. Tu sais, est-ce que cet enfant-là a de l'anxiété de temps à autre, puis a besoin d'une caresse de surplus cette journée-là? Ou est-ce que, tu sais, c'est l'autisme à son max, puis
non-verbal et tout. Donc, en utilisant ce terme-là, oui, c'est inclusif, mais de l'autre façon, c'est pas spécifique. C'est fait comment je me prépare pour l'accueil de cet enfant-là, comment je me prépare comment je prépare mon éduc à accueillir, comment je prépare le groupe, comment je prépare mon environnement. Donc, quand il manque de spécificité comme ça, comment voguer? Donc, est-ce que tu dirais que on devrait demander à la personne ou à la famille quel terme eux veulent utiliser? Comme, est-ce que ça, c'est une bonne pratique? Oui, c'est tout le temps, de toute façon, c'est ce que tous les recherches disent, peu importe ce qui a été fait. Euh, Tu sais, quand que, c'est dans le fond, c'est une femme qui a mis le concept de neurodivergence. Puis ça fait longtemps, ça, Mélanie. C'est dans les années 90 que le mot est venu. Puis c'était fait, c'est pour ça que je te dis, c'est politique, puis c'est société qui est derrière ça, parce que c'est une sociologue, c'est Judy Senior qui l'avait mis. Je pense que ce qui est important, c'est autant quand vous parlez à un adolescent, quand vous parlez quand vous travaillez des petits-enfants, c'est demander à la famille comment est-ce qu'eux le voient. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une famille aussi de jouer puis de se perdre dans tous ces termes-là. Parce qu'il faut vraiment qu'on leur demande c'est comment ils voient leur enfant, qu'est-ce qu'ils veulent que ça soit écrit. Moi, je l'ai tout le temps dit, il faut que tu demandes à la famille quand c'est un jeune enfant. Mhm. Et après, quand c'est des ados ou des adultes ou peu importe, tu leur demandes comment ils se définissent. S'ils se définissent neurodivergents, c'est leur droit. Mais souvent, c'est plus un terme qui est politique, puis pour décrire que chaque être humain, son cerveau est différent. Tu vois, c'est nous autres, moi je viens du monde où on a évolué vers le profil neurodéveloppemental. Donc, mais on dit ça, puis après ça, on continue à utiliser le manuel diagnostic pour poser, pour décrire un enfant. Ça ne marche pas. Si on est pour dire neurodivergent, si on est pour dire profil neurodéveloppemental, quel est le rôle du manuel diagnostic à ce moment-là? Mhm. Ce que je comprends, c'est que c'est pas, ce serait pas une faute professionnelle ou je vais pas brusquer personne si je demande de spécifier la neurodivergence. Comme je peux utiliser ça comme parapluie, puis ensuite, tu sais, poser les questions pour avoir les spécifiques, pour pouvoir accommoder l'accueil de cette personne-là, de cette famille-là. Oui, si dans le fond, ça serait le titre de ton questionnaire aux familles Ouais, au niveau c'est de la comme. neurodivergence, quel est le diagnostic, puis après ça, demander une question aux parents, c'est quelle est votre préférence? On a touché brièvement sur le terme Asperger's. Est-ce Mhm. que ça c'est encore utilisé ou est-ce que c'est un terme aboli maintenant? Ben, le terme a été bon jusqu'en 2013 quand ils ont ramené le niveau diagnostic. Maintenant, c'est plutôt tout est autisme de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais ceux qui ont été diagnostiqués avant ça, bon, souvent comme moi, en Europe, ils utilisent encore le terme. Il y a toute une histoire derrière ça aussi. Il y a eu un mouvement par rapport, parce qu'Asperger, Hans Asperger, vient du mouvement nazi. Et il a fait il a fait des expériences sur des enfants qui étaient, donc il les a décrits et tout. Quand c'est sorti au grand jour, mais là, il y a eu, tu sais, avec raison, il y a eu une montée par rapport à ça, mais rien n'enlève qu'il y a les adultes Asperger qui ont été diagnostiqués avant l'arrivée du DSM-5 se définissent encore comme Asperger. Tu vas demander à un adulte qui va se dire autiste de niveau 1, par exemple, ils vont dire avec sans déficience intellectuelle. Ça veut dire qu'ils sont en train de te dire qu'ils sont Asperger. Si OK. l'Asperger existait encore, il y aurait. Je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas utiliser autisme de haut niveau, de niveau modéré ou de bas niveau. Ça, c'est complètement Ouais, non. plus acceptable de le faire d'ainsi, mais le mot Asperger, il existe encore sur la planète, là. C'est juste que OK. ça a été enlevé avec le niveau DSM. Le niveau 1, c'est le niveau de dépendance envers l'adulte. Il est quand même limité, il est situationnel dans certaines situations. Plus tu augmentes dans
le niveau, plus il y a un niveau de dépendance important. Quand tu arrives au niveau 3, souvent tu es non-verbal ou tu as le mutisme sélectif ou Oui. tu as des comorbidités. Et je pense que c'est aussi l'autre chose que les gens, vous allez devoir comprendre, c'est que il y a des enfants qui ont reçu le diagnostic d'autisme, mais ils ont des traits autistiques. Le diagnostic primaire, c'est un trouble de santé. Mais à cause que, par exemple, moi qui travaille, qui accompagne beaucoup le milieu scolaire, dans les anomalies du ministère de l'Éducation, ça va rentrer sous autisme, mais des fois, c'est X fragile ou Prader-Willi ou le syndrome de Williams, qui sont des conditions médicales génétiques, mais qui mènent vers des traits autistiques. Et donc, il y a une différence entre les deux, puis je pense que ça, les gens s'arrêtent de passer à ça. OK, intéressant.